Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, la Guinée a désormais une politique de protection sociale. Le document a été validé ce vendredi par les acteurs et partenaires du ministère de l'Action sociale. Ce document prend en compte toutes les préoccupations liées à la protection et à la promotion sociale. Et puis cette performance économique de la Guinée, notre pays gagne quelques points dans le classement Doing Business avec des garanties offertes aux investisseurs. Ici, c'est à renouveau de Roussa CVK. Enfin, la capitale de Burkina Faso a abrité récemment la réunion des experts spécialistes de contrôle technique automobile. Au centre des discussions, la stratégie à mettre en œuvre pour harmoniser le contrôle technique automobile à travers le monde. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, ce message départ à son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire, Alger. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, c'est pour moi un réel et un immense plaisir en ce jour du 64e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale de votre pays de vous adresser les sincères et chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement guinéen ainsi que les miennes propres. Sur le lieu, le moment de rendre un grand hommage aux filles et fils de l'Algérie qui se sont sacrifiés pour cette indépendance. En ce moment de ferveur sociale, permettez-moi d'apprécier les efforts louables et l'élan pris par votre gouvernement pour la stabilité sociale, politique et économique de votre nation. Aussi, je tiens à vous exprimer ma volonté d'œuvrer de façon inlassable avec votre Excellence pour le renforcement, la consolidation et la diversification des traditionnels liens d'amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération unissant nos deux pays et nos deux peuples. En vous réitérant mes souhaits de santé et de réussite pour vous-même, de bonheur et de prospérité pour le vaillant peuple algérien, je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président, à l'assurance de ma très haute considération. Conakry, le 2 novembre 2018, professeur Alpha Condé, chef de l'État. À la une de cette édition, le chef de l'État était ce matin à l'hôpital chino-guinéen. Professeur Alpha Condé, accompagné d'une importante délégation, était venu prendre part à la levée du corps de l'épouse du chef d'état-major général des armées décédé à Tunis des suites de maladie. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Nous sommes à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne pour la levée du corps de l'épouse du chef d'état-major général des armées. Président de la République, représentant du corps diplomatique et consulaire accrédité en Guinée, d'institutions républicaines et internationales, membres du gouvernement, forces de défense et de sécurité, tous sont réunis ici, dans la cour de cet hôpital, pour rendre à Amma Sarankouruma un dernier hommage bien mérité. Cette femme était la femme de tous les éléments de la 5e promotion, disons de toutes les forces de défense et de sécurité. Dieu a donné, Dieu a repris. Il nous arrache aujourd'hui notre chère femme. Ainsi va la vie. C'est sa volonté qui s'accomplit toujours ici-bas. En le faisant, c'est certain qu'il met notre conscience à l'épreuve pour voir jusqu'où nous avons foi en lui. Ça pourrait être nous-mêmes, mais s'il le fait, nous ne pouvons que lui rendre hommage, le remercier pour ce qu'il a fait. Parents, amis, proches et collaborateurs de la défunte, encore sous le choc, témoignent. Je me donne la force sur le flot de l'émotion et de l'angoisse pour remercier singulièrement son Excellence Monsieur le Président de la République pour avoir donné un aspect national à ce deuil. Cela s'explique
D'abord par sa présence à l'aéroport du dimanche au lundi à 1h25 du matin pour la réception du corps avant même le chef d'état-major général des armées. Cela reste un souvenir indéfectible pour nous. Chers frères, chers amis, toutes les autorités qui sont là, autour du chef d'État, le président Alpha Condé, nous sommes saisis par un sentiment inexprimable de satisfaction. Que n'avons-vous pas fait, Monsieur le Président, pour soigner cette dame? Que n'avons-vous pas fait pour protéger cette fille? Mais seul Dieu est le propriétaire des âmes. C'est le propriétaire du monde. Il décide ce qu'il veut et il fait ce qu'il veut. Le chef d'état-major général des armées, l'époux de Massaran Nkrumah, a mis l'occasion à profit pour remercier tous ceux qui se sont de loin ou de près mobilisés pour le soutenir dans ces moments de tristesse. Pour la petite histoire, cette dame était mon épouse, mais on avait des relations très poussées. Il y avait une complicité entre nous. Parce que je l'ai mariée quand j'étais caporal. Elle a connu tout mon parcours. J'étais au service et je suis toujours au service de la nation. Pendant ce temps, elle aussi, elle accomplissait ses devoirs. Donc, à chaque nomination, quand elle vient embarrasser, je dis non, c'est pas moi, c'est toi. Les mots me manquent ici pour parler des qualités de cette dame. Mais ce que je demande à vous tous, de pardonner mon épouse et de vous rappeler d'elle chaque fois quand vous voulez faire vos prières. Le président de la République, Prosper Alpha Condé, en compagnie de plusieurs personnalités, rend ainsi un dernier hommage à Massaran Nkrumah, décédé à Tunis, la capitale tunisienne, le 25 octobre dernier, des suites de maladie. Elle laisse derrière elle 6 filles. Dans le reste de l'actualité, la Guinée a désormais une politique de protection sociale. Le document a été validé ce vendredi par les acteurs et partenaires du ministère de l'Action sociale. Ce document prend en compte toutes les préoccupations liées à la protection et à la promotion sociale. La rencontre a été placée sous la houlette du chef de gouvernement. Images et commentaires. Au cours des 2 dernières décennies, le gouvernement de la République a doté le pays de 3 principaux cadres de référence pour la réduction de la pauvreté. Après l'élaboration et l'adoption de la première politique nationale de protection sociale, les acteurs impliqués dans le processus se penchent sur sa mise en place. Cette politique vise à lutter contre la vulnérabilité et la pauvreté en Guinée. Soucieux de l'impact qu'entraîne la paupérisation chez de nombreux citoyens, notre département, dans la logique du respect de la vision du chef de l'État, son Excellence Prosper Alpha Condé, président de la République, s'est attelé à l'élaboration d'une politique nationale de protection sociale inclusive, durable et low cost. À travers ce cadre programmatique de protection sociale, les partenaires techniques et financiers de la Guinée s'engagent à renforcer la résilience de ces cibles face aux chocs sociaux, économiques et environnementaux. Depuis quelques années, la Guinée envisage de mettre en place un système de protection sociale efficace et cohérent pour tous et pour toutes. Cette initiative trouve son fondement dans la réalisation et la promotion du droit à la sécurité sociale inscrite dans la Constitution guinéenne, ainsi que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et divers autres instruments internationaux. La mise en place de systèmes efficaces de protection sociale répond ainsi à un besoin crucial des populations.
Ces systèmes permettront en effet d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de consolider le capital humain tel que décrit dans le PNDES, qui souligne d'ailleurs la priorité d'améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base, notamment à la santé, l'éducation, au logement et d'autres. Face à l'ampleur de la pauvreté en Guinée, le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassourou Fofana, est déterminé à promouvoir le bien-être des citoyens, protéger et défendre les droits de la personne humaine. L'œuvre que nous entreprenons, c'est une œuvre gigantesque. Elle vise à mettre la protection sociale à la disposition des populations guinéennes. Elle vise ainsi à conforter l'approche de résilience de nos compatriotes aux épreuves de la vie. Proposer un plan d'action prioritaire constitue une bonne avancée dans ce combat pour l'amélioration des conditions d'existence des Guinéens, notamment l'amélioration de la couverture sociale pour les populations pauvres et vulnérables, mais surtout pour celles d'entre elles qui constituent les lits majeurs. Il me plaît de rappeler ici que notre pays a globalement connu des systèmes de planification du développement qui prenaient en compte, dans une certaine mesure, la réduction de la pauvreté. L'embellie économique, caractérisée par un taux de croissance qui approche les 2 chiffres, ne doit pas masquer les nombreuses demandes sociales des populations, y compris l'inclusion sociale et économique des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec un handicap, des personnes âgées, des veuves et orphelins, chefs de famille, pour ne citer que ces groupes. Avec la nouvelle approche inclusive du gouvernement, force est de constater que l'espoir est grandement permis. Les conclusions de cet atelier de validation du plan d'action prioritaire de la politique nationale de protection sociale pourraient être un moyen de renforcement de cohésion entre l'État et le citoyen guinéen. Espace santé, les premières dames d'Afrique s'impliquent dans la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Le temps est donné du côté de Dakar. C'était lors de la célébration de l'an 1 de la Fondation Merck qui regroupe les premières dames d'Afrique. Une cérémonie présidée par Macky Sall, président du Sénégal. Le point avec Maurice Sidibé. 14 premières dames d'Afrique prennent part à ce premier anniversaire de la création de la Fondation Merck à Dakar. Elles réfléchissent ensemble sur des stratégies pour réduire considérablement le taux de décès liés au cancer des seins et du col de l'utérus. Un fléau dont les femmes restent les principales victimes sur le continent. Le président sénégalais, présent à cette rencontre, a exprimé l'engagement de son pays à accompagner les premières dames dans la bataille contre les cancers féminins en Afrique. Quand les premières dames se lèvent pour engager un combat, il n'y a rien d'autre à faire que de se lever et de les accompagner. Surtout que c'est pour la bonne cause. 500 prestataires de santé venus d'Afrique et d'Asie et 20 ministres de la Santé sont présents aussi à ce rendez-vous de Dakar. Ces spécialistes se penchent sur les causes et les conséquences de l'infertilité. Le mauvais suivi d'une femme, les mariages précoces également, les mariages d'enfants peuvent provoquer ces infertilités. Alors il faut faire une prévention avant que le cas devienne pathologique. Généralement chez nous en Afrique, les hommes refusent de consulter. On traite de la femme de sorcière, de mauvaise femme, que c'est pourquoi elle ne conçoit pas, alors que la fertilité, c'est de part et d'autre. Son Excellence, Madame la Première Dame, a pris à bras le corps ce problème d'infertilité. Et elle a déjà envoyé des groupes de médecins en formation en Inde pour l'infertilité, même pour le cancer aussi. À cette rencontre, la Première Dame de la République de Guinée est représentée par la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. L'inscription de l'infertilité dans l'agenda mondial de la santé reste un autre combat des premières dames sur le continent.
Ce sont les premières dames qui sont les ambassadrices de cette initiative. Cela pourquoi? Pour essayer de briser la stigmatisation autour des femmes qui sont considérées comme étant infertiles. Alors tout cela a une seule visée. C'est quoi? Il s'agit vraiment d'assurer l'autonomisation des femmes infertiles et des couples infertiles à travers l'information, mais également leurs soins, à leur accès vraiment à des soins améliorés. La Fondation Merck, créée en 2017, est une organisation qui évolue dans la santé et l'humanitaire. De nos jours, la plupart des premières dames d'Afrique sont devenues membres de cette fondation. Des équipements pour certaines structures sanitaires du pays, parmi elles le centre hospitalo-universitaire Ignace Dine, dont le plateau technique a été entièrement équipé. C'est une action du ministère de la Santé à travers le budget national de développement. Explication, Hadia Toubari. Progressivement, les capacités opérationnelles des établissements hospitaliers se renforcent. Au centre hospitalo-universitaire d'Ignace Dine, de nouveaux équipements sanitaires sont réceptionnés. Il s'agit des tables opératoires, des échographes, des oxygénateurs, des défibrillateurs cardiaques et des aspirateurs électriques, des mallettes de réanimation et boîtes chirurgicales. Des appareils médicaux modernes pour davantage qualifier la prise en charge des patients. Il faut que le ministère de la Santé vienne contrôler ce qu'il nous donne. Est-ce que c'est utilisé, comme on le dit dans le langage à bon escient, est-ce qu'on l'utilise pour le bonheur de nos patients? Ce qu'on a donné aujourd'hui, je les suivrai comme je suis la première de mes yeux. Ces équipements sanitaires seront repartis entre les 19 services médicaux de l'hôpital Ignace Dine en fonction des besoins. Dans ces services bénéficiaires, l'accent est surtout mis sur le changement des mauvaises habitudes du personnel soignant, comme la disparition de certains appareils offerts, la vente des médicaments gratuits et le mauvais accueil des malades qui sont souvent constatés. Le serment d'Hippocrate, qui est notre phare sur le plan moral, est également en train d'être violé. Il faut accueillir correctement, convenablement des malades. Parce que quand on va à l'hôpital, on est désespéré. Alors la première consolation, c'est le bon accueil. Ensuite, pour recommander et rappeler au travail de la santé, on reste noble. La blouse blanche n'est pas donnée à n'importe qui. Malgré l'amélioration du plateau technique du centre hospitalo-universitaire d'Ignace Dine, l'infrastructure reste vétuste, ce qui du coup empêche l'installation de certains appareillages sanitaires modernes. Ainsi, la reconstruction de ce premier hôpital du pays s'impose comme un défi majeur. Déjà, les études de réalisation d'un nouvel hôpital moderne après la rénovation du CHI d'Onka sont annoncées. Les acteurs de gestion de l'Agence nationale de sécurité sanitaire étaient ce vendredi en conclave. Il était question d'évaluer les capacités opérationnelles et institutionnelles de cette agence pour ainsi rendre plus dynamiques ses actions dans le cadre de la surveillance des maladies. Samara Tono. Pour protéger le pays d'éventuels cas de maladies à potentiel épidémique, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a créé par décret l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANS le 4 juillet 2016. Pour permettre à cette institution d'être opérationnelle et efficace dans ses interventions, le Japon, à travers le PNUD, lui a apporté un appui de 741 000 $ américains en 2017. Au terme de 18 mois d'activité, partenaires et acteurs de cette structure évaluent l'impact des activités réalisées. Après donc ces 18 mois d'exécution, nous sommes en droit de nous asseoir et regarder ce qui a été fait, comment ça a été fait, quels sont les résultats obtenus, quels sont les insuffisants et quels sont les différents goulots d'étranglement, mais aussi quelles sont les leçons, les éventuelles leçons que nous pouvons tirer. Par vidéoprojection, l'ensemble des activités réalisées sont présentées. Le mode de fonctionnement et les dernières innovations de l'institution sont aussi expliquées. Les résultats sont très encourageants et c'est le lieu de remercier Monsieur l'ambassadeur du Japon pour tous les efforts consentis, parce que qui parle de sécurité sanitaire va parler des mesures préventives, c'est-à-dire des dispositions préventives
pour éviter l'installation de nouvelles épidémies ou vraiment pour pouvoir contrecarrer à temps réel pour éviter donc vraiment la prolifération, c'est-à-dire des maladies qui peuvent être à grande échelle. Il s'agit d'un renforcement de ANSS. D'abord, ANSS peut travailler sur la base des données réelles pour lutter contre l'épidémie, pour parier aux besoins. On a besoin de travailler sur les données qui arrivent sur le temps réel. Depuis sa mise en place, l'Agence nationale de sécurité sanitaire s'emploie efficacement dans la surveillance des maladies sur l'ensemble du territoire national. Cette année, 70 interventions sanitaires sont déjà réalisées. Dans l'actualité également, la Guinée gagne quelques points dans le classement Doing Business avec les garanties offertes aux investisseurs. Le climat des affaires se porte bien. Cette performance saluée par les partenaires techniques, c'est déjà un pas. Il faut poursuivre les réformes. Alpha Yassila. Pour la troisième fois consécutive, l'Afrique subsaharienne bat son propre record dans le monde pour les nombreuses réformes réglementaires facilitant le climat des affaires. Cela est le constat tiré du rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale. La Guinée grimpe d'un point en se classant à la 152e place mondiale pour la facilitation des affaires. Pour le rapport Doing Business 2019 qui a été transmis à l'équipe Doing Business de Washington, au niveau de la création d'entreprises, cette année, l'APIP, au sein de son guichet pour la création d'entreprises, a pu lancer la digitalisation du système de création d'entreprises qui s'appelle Synergie. Synergie permet aujourd'hui en temps réel de créer les entreprises. Nous émettons aujourd'hui un RCCM en moins de 15 minutes. Cependant, nous sommes en train de travailler sur l'interconnectivité de ce système avec tous les acteurs comme la Direction nationale des impôts, la Direction générale des douanes, la Banque centrale, la Caisse nationale de sécurité sociale et aussi l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Cette année, la Guinée a mis en œuvre 5 réformes sur la facilité des affaires. Toutes ont été prises en compte par les experts de Doing Business. Parmi ces réformes engagées, les frais et le délai d'obtention du permis de construction, le frais de transfert de propriété, du commerce transfrontalier et de l'exécution des contrats. Le département en charge des investissements s'engage à appuyer sur l'accélérateur pour que le rendez-vous 2019-2020 soit un succès de plus. L'amélioration de l'environnement des affaires est une priorité pour la Guinée. Le gouvernement s'engage à redoubler d'efforts pour continuer à rendre plus facile la conduite des affaires, conscient que l'agenda des réformes porté par le gouvernement et le président de la République est un processus à long terme. Comment comptons-nous maintenant maintenir la dynamique de réforme de l'environnement des affaires en Guinée? D'abord en tirant les enseignements des résultats du rapport qui vient d'être dévoilé et en ajustant notre plan de réforme en conséquence. Sur le continent, 4 pays se sont hissés parmi les pays les plus réformateurs au monde. Le Togo, le Kenya, la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Ces pays rejoignent ainsi la liste des 20 premiers pays dans le monde en matière de la facilitation des affaires. Bientôt le début des opérations de contrôle des vignettes. La campagne connaîtra une partition active de la police nationale. 24 sites de contrôle sont prévus pour cette opération. Autre fait nouveau, la vente se fera même à l'intérieur des commissariats de police. Alia Kamara. Alors que la deadline approche à grands pas, la direction des impôts se concerte avec les acteurs de la chaîne de contrôle des vignettes. Cette réunion avec des représentants de la douane et de la police vise à harmoniser les stratégies de contrôle et de vente de la taxe unique sur les véhicules après la date butoir. Une solution a été trouvée, l'installation de représentants bancaires dans certains commissariats. Il a été débattu techniquement avec la police les modalités du lancement de la campagne de contrôle des vignettes qui aura lieu le 7
dès le 7. Et ces modalités techniques portent sur les conditions sécuritaires à justifier pour permettre aux banques de venir s'installer dans les différents points de contrôle et faciliter avec nous ces opérations de contrôle. Sur le terrain, l'opération se poursuit et devrait permettre à la Guinée d'engranger des fonds importants dans le cadre du financement des projets. À date, 2 mois seulement après le lancement de l'opération, la vente des vignettes a généré plus de 13 milliards de francs guinéens. Avec l'implication de la police routière, ce chiffre pourrait être revu à la hausse dans les prochains mois. Nous sommes présents à cette réunion aujourd'hui pour accompagner les impôts à recouvrer les taxes uniques. Parce que ça, c'est pour étoffer les caisses de l'État avec les partenaires des banques. Puisque c'est la première fois que nous travaillons avec les banquiers, donc il fallait nécessairement que nous nous entretenions avant le déclenchement des opérations. Le 7 novembre, c'est le dernier délai fixé par le ministère du Budget pour payer la TUV. Passé cette date, les propriétaires de véhicules qui ne sont pas encore en règle s'exposent à des pénalités. Tous les acteurs de la chaîne de contrôle, y compris les partenaires bancaires, sont conscients de l'enjeu de la campagne menée par la Direction nationale des impôts. Les gens ils viennent librement payer les vignettes à la banque. Et le gros souci de monsieur le directeur de la DNI, c'était que les ordres de virement se fassent à J+1. Donc, et ce qui est respecté dans la plupart des banques, puisque les ventes qui sont effectuées la veille, le lendemain, le montant est viré à la banque centrale. À la Direction nationale des impôts, 49 milliards de francs guinéens sont attendus à la fin de cette campagne. Elle est la dernière née des structures attachées au ministère de la Défense nationale. La préfecture maritime de Guinée est aussi la première de la sous-région ouest-africaine. Sa mission, garantir l'autorité sur les espaces maritimes et assurer la sécurité des personnes et leurs biens en mer, mais aussi lutter contre la piraterie. Gros plan ce soir sur ce service avec Ansoumani Toumani Kamara. Logée à la Villa 9 de la Cité des Nations à Kaloum, la préfecture maritime est la dernière née des structures rattachées à la défense nationale. Depuis juin 2012, elle assure la coordination des activités de tous les intervenants sur le territoire maritime guinéen. À ce titre, elle est investie d'un pouvoir de police générale. Elle veille à l'application des lois, règlements et conventions internationales dans le domaine maritime. Dans le cadre de la mutualisation des moyens, nous nous basons sur les moyens de secteur d'administration comme la défense nationale à travers la marine nationale, qui a 2 chaînes sémaphoriques, une dans les îles de Los et la deuxième à Koundine et à Bofa. À part cela, nous avons aussi à notre centre, au niveau de la préfecture elle-même, nous avons un centre opérationnel maritime. Notre rôle principal, c'est un rôle de coordination. 32 agents composent son personnel mixte, civil et militaire. Outre ses services d'appui, la préfecture maritime accomplit ses missions grâce au centre d'expertise maritime et à celui opérationnel. Dans cette salle de veille, 24 heures sur 24, ces hommes avec leurs équipements surveillent les eaux maritimes guinéennes. Nous contrôlons l'espace maritime guinéen à partir de ce logiciel que les Américains nous ont offert. Un exemple frappant, quelqu'un sur ce navire-là, Bokeh, c'est un salutier qui pêche dans nos eaux et qui a la licence guinéenne. Nous surveillons, nous le contrôlons, tous ses mouvements. Vous voyez l'historique de ce navire, dans 90 jours, dans 3 mois, tout ce qu'il a fait dans nos eaux, on peut retracer tout. Face à ces missions délicates de surveillance en mer, la préfecture fait aussi des exercices conjoints avec des partenaires américains et les pays du Golfe de Guinée. Ça, c'est un entraînement qui a pour sens d'abord la connaissance entre les différentes marines des différents pays riverains du Golfe de Guinée. Le programme du chef d'état-major national des armées, c'est la formation et les entraînements. Donc cet exercice rentre dans ce cadre de l'entraînement des forces navales guinéennes. En 6 ans d'activité, la préfecture maritime s'est réjouie d'avoir contribué à la sortie de la Guinée sur la liste des pays non coopérants de l'Union européenne. La validation du projet de décret sur l'action de l'État en mer et la mise à disposition du numéro vert 19 pour tous secours et alertes en mer. Lorsque vous avez rencontré un problème en mer, essayez d'appeler le numéro 19, c'est gratuit. Donc tu n'as pas d'inutilité sur tous les opérateurs.
Autre titre de l'actualité, des fourrages et une importante somme d'argent pour les groupements de certaines localités de Kindia. C'est un geste de la compagnie Roussal Sébika. Il vise à soutenir les activités agricoles des femmes et alléger la souffrance des populations. Abdoulaye Ningelande Diallo. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 85% des maladies trouvent leur origine dans l'eau non potable avec 25 millions de décès par an. Pour remédier à cela, dans les collectivités, Roussal Sébika offre 6 forages aux populations de sa zone d'intervention. Ces infrastructures devraient contribuer à l'amélioration de la santé et répondre aux demandes sans cesse exprimées à la base. Cette cérémonie est une occasion de réaffirmer l'importance que la compagnie Roussal accorde à l'organisation de l'offre de services et à la résolution des problèmes de population vivant dans ces localités. Roussal Sébika ne lésine pas sur des moyens quand il s'agit des actions qui rentrent non seulement dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie, de la santé de la population, mais aussi quand il s'agit du renforcement du système éducatif de notre zone d'évolution. En plus de ces forages d'eau potable, la compagnie soutient aussi les femmes dans les activités génératrices de revenus. Une enveloppe de 60 millions de francs guinéens est distribuée à 10 groupements féminins de la localité. Une aide permettant d'augmenter leur production et accroître les revenus. Depuis 2011, on a créé notre groupement. Nous sommes en train de bénéficier le montant là. Aujourd'hui, je me sens très bien, vraiment. Ce que j'ai reçu, je vais utiliser en bon échéant. Vraiment, je suis très ravie. Depuis que la compagnie a réalisé ce forage-là, on ne parcourt plus de longues distances et nous avons moins de maladies hydriques. L'argent qu'on nous a offert aussi va permettre d'acheter la matière première pour augmenter notre production. Le montant global de cet autre financement de Roussal Sébika se chiffre à plus de 520 millions de francs guinéens. C'est pourquoi les autorités préfectorales et communales invitent les bénéficiaires à une saine collaboration et une gestion judicieuse de ces biens. À l'heure de la 4e révolution industrielle, les administrations s'adaptent et tirent profit de l'évolution technique et technologique. C'est le cas de la Guinée où l'État œuvre pour développer la géoréférence dans l'analyse des données géographiques. Explication, Thiernos Mandialo. La technique est appelée à améliorer les services de l'État lors des missions d'inspection environnementale et dans la production des rapports consécutifs aux activités de terrain. Avec la maîtrise de l'utilisation des GPS couplée à la transcription des données à l'aide d'équipements informatiques, une révolution s'opère progressivement dans les méthodes de travail des cadres guinéens. C'est le seul point qui nous manquait, c'est-à-dire être capable de produire une carte après une mission de contrôle, de suivi de la mise en œuvre des PGS, c'est-à-dire une mission d'inspection. Donc cela a été un outil important pour nous, pour nous rendre à peu près à 99% complet dans le cadre des inspections environnementales dans le secteur minier et autres. Avec l'immense potentiel minier et environnemental dont dispose le pays et la convoitise dont il fait l'objet, l'État guinéen renforce ses structures pour mieux le valoriser et le sécuriser. Soutenu dans ce processus par la Banque mondiale à travers le programme d'appui au secteur des mines, le gouvernement met ainsi en œuvre un volet de la modernisation de son administration en charge des secteurs miniers et environnementaux. Au lieu de travailler sur une carte papier délimitée sur la carte, maintenant ils ont tout géolocalisé. Donc ils vont sur le terrain, ils mesurent des points, ils viennent au bureau, ils importent ce qu'ils ont déjà mesuré sur leur appareil GPS et ils peuvent après profiter de toutes ces informations pour faire des analyses, toutes sortes d'analyses, des requêtes et les intégrer dans leur travail quotidien, dans les rapports. C'est des métiers, c'est des profils qu'il faut vulgariser. Il faut que de plus en plus de personnes puissent être capables d'utiliser les logiciels dédiés, n'est-ce pas, et exploiter
les millions, pour ne pas dire les milliards d'informations disponibles ici et là et arriver à en tirer des conclusions et aider à prendre de bonnes décisions. Et ce n'est pas uniquement dans le domaine de l'environnement. Tous les métiers, si vous voulez, la gestion urbaine, la gestion minière, la gestion de l'environnement, ainsi de suite. L'administration du territoire. Un acquis pour la bonne analyse des données géographiques qu'il faut pérenniser. Constat unanime des cadres qui souhaitent la création d'une cellule technique pour aider à cet effet et réussir ainsi l'extension de ce programme dans toute l'administration guinéenne. En cette période de réchauffement climatique, la nature devient plus hostile avec des fréquences d'inondations, d'ouragans et d'incendies toujours plus rapprochés les uns des autres qu'un pays né à l'abri. Et l'anticipation est le meilleur moyen pour y faire face. Mamadou Alpha Baldé, Abdelaziz Baldé. Dans un monde de plus en plus affecté par les changements climatiques avec leurs conséquences souvent imprévues, la mise en place des mesures de gestion coordonnées et adaptées aux menaces actuelles s'avère indispensable. Ainsi, un programme ouest-africain de renforcement des capacités de résilience face aux catastrophes est lancé. Le projet Afrique de l'Ouest vise comme objectif global d'améliorer le niveau de sécurité humaine et de réduire les coûts sociaux, économiques et environnementaux des catastrophes naturelles dans la sous-région et de lutter contre la pauvreté. À Conakry, il s'agit de mobiliser l'ensemble des acteurs et structures impliquées dans la prévention et la gestion des potentielles catastrophes naturelles, comme les inondations, afin de viabiliser une stratégie commune de réponse à travers des séances de formation spécifiques. Une catastrophe engendre toujours des impacts, et des impacts négatifs au plan humain, au plan économique et au plan environnemental. Donc, nous pensons qu'il faut agir en amont. Et pour agir en amont, il faut qu'on se mette ensemble. Parce qu'en agissant en amont, on réduit les risques. Et en réduisant les risques, on réduit les impacts des catastrophes. On rend les populations plus résilientes. À l'image des autres pays de la sous-région, la Guinée compte harmoniser et renforcer les capacités réactives des structures qui pourraient être sollicitées face à tout type de menaces climatiques. Comment prévenir les conflits dans les zones minières et assurer une meilleure médiation entre les sociétés minières et les communautés locales? La question était au cœur des débats entre cadres des ministères des Mines, de la décentralisation et celui de la citoyenneté. Cette rencontre qui s'est déroulée à Mamon a permis d'harmoniser toutes les actions. RTG Mamon, Mamadou Pati Baldé. En Guinée, la prévention et la gestion des conflits par la médiation et la sensibilisation dans les zones minières du pays est un défi majeur des ministères des Mines, de l'administration du territoire et celui de l'unité nationale et de la citoyenneté. Dans le souci de préserver la paix et la sécurité dans les zones minières, mais aussi relever les multiples défis qui se posent aux collectivités locales en matière de développement, le centre de formation de Sérédou, sur un appui technique et financier du PACV, réunit une centaine d'exploitants miniers dans la ville Carrefour. Il faut nécessairement, n'est-ce pas, ce module pour éviter les difficultés dans les zones minières. Et partout aujourd'hui qu'on parle de mines, c'est tout un problème d'État. Et je pense que ce module est bienvenu. Tant que nous continuons la formation, nous pouvons bel et bien changer, n'est-ce pas, le comportement et la mentalité aussi, n'est-ce pas, des ayants droit qui sont au niveau des collectivités. En 2018, nous avons réédité avec 8 thèmes, ce qui dénote qu'on progresse dans le nombre de responsabilités qu'on confie au centre de Sérédou. C'est pour dire que la direction générale de l'ANAFIC est heureuse. À cause des conflits qui surgissent dans les zones minières entre exploitants et sociétés minières, le gouvernement a installé entre 2010 et 2017 91 comités de concertation des localités minières et l'Observatoire national des CCLM. Cette initiative, appuyée par certains partenaires au développement, permet aux CCLM d'établir un dialogue franc et une cohabitation apaisée par la médiation entre tous les acteurs en vue de prévenir et de résoudre les troubles et conflits souvent récurrents dans les zones minières. C'est de répercuter ce qu'ils ont appris ici pour qu'il y ait la paix, la tranquillité et surtout la cohésion sociale au niveau de ces populations qui sont
ensemble depuis toujours. Il ne faut pas que des problèmes de ressources financières puissent les amener à des querelles. En 2009, l'Agence nationale de financement des collectivités va assurer la relève du PACV. Avant son lancement par le gouvernement, l'ANAFIS s'est déjà félicité des performances enregistrées par le centre de Sérédou en matière de formation des cadres élus et autres acteurs du pays. Avec ce partenariat qui date de 2017, l'agence a promis d'accompagner les structures de l'État dans la mise en œuvre de leurs attributions régaliennes. Enfin, sur le continent, la capitale de Burkina Faso vient d'abriter la réunion des spécialistes du contrôle technique et automobile. Au centre des discussions, la stratégie à mettre en œuvre pour harmoniser le contrôle technique automobile à travers le monde. La Guinée a été représentée à cette rencontre par la société Civita. Ibrahima Keita, envoyé spécial. Harmoniser le contrôle technique automobile dans l'espace CEDEAO reste et demeure un défi d'un État à un autre. C'est justement pour faire face à ce défi que les experts et autres spécialistes intervenant dans le secteur se sont donné rendez-vous ici à Ouagadougou. Sur l'initiative de l'IMOA, ces experts sont membres de l'Union africaine de l'inspection technique automobile et l'International Motor Vehicle Inspection, comité SICTA. Avec ses experts et spécialistes, il s'agit d'approfondir la réflexion sur le nombre de points de contrôle, les équipements de contrôle, les critères de visite technique et la périodicité de ces visites. La mise en place d'un cadre harmonisé du contrôle technique demeure un objectif majeur pour nous. Et la création de l'Union africaine de l'inspection technique n'en a été que l'un des premiers pas. Ces plateformes d'échange nous offre l'opportunité d'avancer donc, parfois à petits pas, mais de façon certaine. Ce qui explique l'engagement des techniciens présents à la rencontre de Ouaga. Des engagements qui se justifient par leur volonté de minimiser les accidents de la circulation dans l'espace CEDEAO. En clair, les accidents de la circulation enregistrent un taux de mortalité inquiétant. Le taux de mortalité routière actuel et de 32 tués pour 100 000 habitants dans l'espace IMOA, alors que la moyenne mondiale est de 18 tués pour 100 000 habitants. Le président en exercice de l'Union africaine de l'inspection technique automobile a félicité la Guinée pour sa constance au niveau des rencontres internationales sur les visites techniques automobiles. Si les uns et les autres respectent les règles édictées par nos États en matière de sécurité routière, nous allons de manière très sensible réduire les taux d'accident. Cette première journée a pris fin par la visite du centre de contrôle des véhicules automobiles de Ouagadougou. C'était tout pour cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Toutes ces infos sont à retrouver sur le www.rtgcoloma.info. À demain, Inch'Allah.